Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes lundi 27 octobre 2025 et donc sur Radio Libre en Périgord, Jean-Louis vous présente cette nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Ceux d'entre vous qui suivent Télématin ont peut-être eu cette déclaration d'Amélie de Montchalin en direct, mais je la restitue pour tout le monde. C'était, je crois, il y a 3 jours. Voilà ce qu'elle dit au cours d'une interview. Questionnée sur la réduction du nombre de fonctionnaires, sur les différents aspects de ce budget en discussion à l'Assemblée nationale, elle dit « On a besoin de plus de militaires, de plus de policiers, de plus de gendarmes. » Et un peu plus loin, « et de moins d'enseignants. » On a dans ces propos absolument sidérants le concentré de ce qu'est réellement le macronisme, la réaction la plus brutale, la marche vers la guerre, contre l'apprentissage du savoir, contre l'école, contre la culture, finalement. Et c'est de la manière la plus claire, la plus assumée, ce que l'on nous annonce à travers ce type de propos, c'est la marche vers la barbarie. C'est exactement les mêmes types de propos qui avaient été utilisés avant la guerre de 14-18. Et c'est parce que Jean Jaurès s'opposait à la marche vers la guerre, qu'il organisait avec les militants et dirigeants allemands ouvriers une grève générale contre la guerre qui venait, qu'il a été assassiné. Il y a quelques mois, et peut-être même maintenant 2 ans, je crois, ça fait quand même un certain temps, notre camarade Christian Echen, que je cite très très souvent à cette antenne, avait publié un texte que j'avais lu, intitulé « La guerre qui vient ». Quelques-uns étaient un peu surpris, et faut dire que les mois qui ont suivi ont, mois après mois, donné raison à ce qu'indique notre camarade Christian Echen. Comme je l'ai déjà indiqué dans de précédentes chroniques, la Fédération nationale de la libre pensée a appelé à participer au meeting contre la guerre qui s'est tenu à Paris le 5 octobre dernier et qui a été un énorme succès. La libre pensée en est particulièrement fière, car avant même les propos inqualifiables de la ministre Amélie de Montchalin, ce meeting constitue un point de départ de toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de la guerre. Pour tout cela, il faut maintenant rassembler les forces contre la guerre. La libre pensée en sera. La libre pensée mène ce combat contre la guerre depuis des décennies, sous des formes multiples. Et par exemple, c'est le combat pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18. Chaque année, avec les groupes et les fédérations de la libre pensée, depuis maintenant 38 années, elle organise chaque 11 novembre un rassemblement devant le monument aux morts de Jean Sioux, ce monument pacifiste financé par une souscription publique. Mais il n'y a pas que Jean Sioux. Ces rassemblements à l'initiative des groupes et fédérations de la libre pensée se tiennent chaque 11 novembre dans plus de 100 localités. C'est ainsi que nous manifestons notre intangible volonté de nous opposer à la marche vers la guerre. Guerre la guerre. Pour ce qui nous concerne ici en Dordogne, le groupe Fred Zeller de la Fédération nationale de la libre pensée ira, comme chaque année, à Jansiou, à ce rassemblement pacifiste de Jansiou, avec ce fameux monument où l'on voit, je le rappelle une fois de plus, cet écolier qui brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre ». Nous y serons nombreux. Mais nous avons une autre initiative cette année. Nous avons identifié 5 jeunes de Dordogne qui ont été fusillés, pour l'exemple, pendant la guerre de 14-18, dont 2 frères originaires de Vérines-de-Ver, fusillés côte à côte. Nous nous sommes adressés aux différentes municipalités, et l'une d'entre elles a pris une initiative que nous saluons. Cette initiative qui a été prise il y a déjà quelques années. C'est la pose devant le monument aux morts de cette localité d'une stèle en hommage à Antoine Royer, enfant de Saint-André d'Alas,
et qui a été donc fusillé pour l'exemple. Nous avons pris contact avec le maire, qui a été d'accord avec notre idée de prendre une initiative. Et puis nous avons regroupé d'autres associations, la Ligue des droits de l'homme du Grand Périgueux, le Mouvement pour la paix de Dordogne, et c'est avec eux que nous appelons à un rassemblement, donc le 8 novembre, samedi 8 novembre, à Saint-André-à-Las, et vous retrouverez donc tous les détails sur le site de la fédération, du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, lpdordogne.fr. Et c'est vers 10h30, 11h, je crois, que se tient ce rassemblement. Donc je rappelle l'appel du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, bien sûr, mais également du Mouvement pour la paix de Dordogne et de la Ligue des droits de l'homme du Grand Périgueux. Rendez-vous donc 8 novembre à Saint-André-à-Las. Vous entendez au début de chacune de nos chroniques quelques mesures de cette chanson « Le forgeron de la paix ». Chanson surannée, chanson has-been, on peut dire tout ce qu'on en veut, mais notre choix pour cette chanson repose sur l'histoire de cette chanson. Nous l'écouterons en totalité à la fin de cette chronique d'aujourd'hui, et je vais vous lire les paroles parce qu'elles ont leur importance, mais quelques mots d'abord sur l'histoire de cette chanson. C'est une chanson qui a été écrite par deux auteurs et un compositeur à la fin du XIXe siècle. Cette chanson, dont vous pourrez juger de la qualité des termes qui sont vraiment sur le terrain du pacifisme, a été défigurée par des salauds, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, qui l'ont ressorti en 1916 sous le titre « Le forgeron de la victoire », avec des paroles absolument inqualifiables. Je l'avais, je crois, une fois diffusé, mais une fois ça suffit parce que c'est vraiment à vomir. Cette chanson, reconfigurée donc en 1916 par les partisans de la guerre, a accompagné la campagne de Charles Imbert, qui était, je crois, sénateur, parlementaire, une campagne intitulée « Des canons, des munitions », qui visait à récolter des fonds, à demander aux personnes auxquelles il s'adressait de donner les bijoux, de donner tout ce qui pouvait être utilisé pour financer la guerre, pour financer les armes. Et une chanson a accompagné Charles Imbert dans cette campagne, et je vous en lirai les paroles après. Donc tout d'abord, les paroles de la chanson « Le forgeron de la paix ». Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer auprès du brasier qui rayonne, son marteau s'élève dans l'air. Il retombe et sa main velue s'accompagne d'une chanson en forgeant un soc de charrue pour une prochaine moisson. Et voici donc le refrain. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille. Loin des canons, je vis en liberté. Je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. Soudain, par la porte qui s'ouvre entre une femme au teint bronzé, sous le long manteau qui la couvre, elle tient un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante et l'homme, en fronçant les sourcils, lui demande avec épouvante « Femme, que viens-tu faire ici ?»« C'est pour la paix, dit-il, que je travaille. Loin des canons, je vis en liberté. Je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. » Moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre, et forge mon sabre à l'instant. Le forgeron saisit la lame, mais la broyante sous ses outils, il lui dit « Sois maudite, ô femme, toi qui m'as un jour pris mon fils. » Et le dernier refrain est un petit peu modifié par rapport au premier. « C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des canons je vis en liberté. À jamais soient maudits les engins de bataille, je ne forge du fer que pour l'humanité. » Donc voilà la version originale de cette chanson qui donc accompagne chacune de nos chroniques au début et à la fin de chacune de nos chroniques. Alors la chanson donc qui a accompagné Charles Imbert dans son infâme campagne des canons et des munitions, c'est vraiment à vomir, vous allez en juger vous-même. Quel est ce bruit qui fait trembler la terre? Est-ce la voix puissante du tonnerre? Non, mes enfants, ce bruit sourd, c'est la guerre. C'est le Prussien qui rêve d'un État où le Français sera un chien soldat, rage de conquérir, qui dans son cœur fit naître le désir d'être un jour de l'Europe le maître.
Un maître, jamais nous n'en voulons connaître. Et le refrain, allons debout, le feu partout, et courons français nous ranger en bataille, des munitions et des canons, que l'ennemi tombe sous la mitraille, allons debout et le feu partout, la victoire est à nous. Second couplet, oui, feu partout, où est donc notre race? De nos aînés oublions la race, au champ d'honneur n'étant plus face à face, laisserons-nous ces crimes sans punir, délivrons pour toujours l'humanité entière des conquérants futurs et des fauteurs de guerre, combattons en avant, que ce soit la dernière. Et un autre couplet, pour qu'avec eux nos soldats en terminent, réallumons nos forges, nos usines, que les obus partout s'emmagasinent. Il nous en faut, car nous avons au front trop de soldats qu'à la mort nous offrons, pendant que notre Joffre avec gloire bataille, fabriquons nuit et jour, et canons et mitrailles, afin d'anéantir l'ennemi qui nous raille. Voilà cette chanson absolument odieuse, et je ne sais pas s'il faut suggérer à Amélie de Montchalin de la faire apprendre dans les écoles, mais ses propos, c'est la militarisation du pays sous tous ses aspects, et qui commence qui a déjà commencé depuis longtemps, mais avec un seuil important franchi cette année si le budget actuellement en discussion est adopté, puisque ce budget, c'est des milliers de postes de fonctionnaires en moins, c'est 4000 enseignants en moins, et c'est des moyens très sérieusement augmentés pour l'armée, pour les munitions, et dans ce cadre-là, pour répondre à la demande du président américain d'atteindre progressivement 5% du PIB pour l'armée. C'est quelque chose contre quoi, effectivement, nous allons nous dresser, parce qu'à ce champ des canons, des munitions, nous répondons par des enseignants, des écoles, et je conclurai en disant que, c'était le titre d'ailleurs d'un article que je vous ai lu il n'y a pas si longtemps, l'humanité n'a qu'un seul chemin, la paix. Voilà. Alors donc, en fin d'émission, nous écouterons donc en complet cette chanson, Le Forgeron de la paix, et je vais poursuivre cette chronique avec un petit communiqué de la Fédération nationale qui se situe sur cette même question, puisque le prix Nobel a été décerné récemment, le prix Nobel, non pas de la paix, mais on pourrait dire le prix Nobel de la guerre, puisque même si c'est pas Donald Trump qui l'a eu, la personne qui l'a reçu est bien dans le même registre que Donald Trump. Le comité Nobel vient d'annoncer que le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné à Maria Corina Machado, la décrivant comme, citation, une ardente et engagée défenseuse de la paix, ainsi que, nouvelle citation, femme qui maintient la flamme de la démocratie allumée dans une obscurité grandissante. Fin de citation. Et, disant d'elle, nouvelle citation, qu'elle remplit les 3 critères énoncés dans le testament d'Alfred Nobel pour l'attribution du prix Nobel de la paix. Elle a rassemblé l'opposition de son pays. Elle n'a jamais hésité à résister à la militarisation de la société vénézuélienne. Elle a toujours soutenu une transition pacifique vers la démocratie. Fin de citation. Quelle honte! Le comité Nobel, soit ne fait plus les recherches qu'il était connu pour faire, soit a souscrit à la révolution trumpiste, ce qui est au-delà du pathétique. Maria Corina Machado a d'ailleurs assuré qu'elle a accepté la récompense en l'honneur de Donald Trump, qui pensait recevoir ce prix pour lui-même, et qui a souligné sa participation au combat mené par l'opposante vénézuélienne en disant « Je l'ai aidé tout au long du processus ». À l'annonce du choix du comité Nobel, la Maison-Blanche a pourtant déclaré vendredi que le comité faisait passer la politique avant la paix, ce qui est tout à fait exact. Maria Corina Machado vient de l'aristocratie vénézuélienne et d'une famille qui possède des sociétés d'électricité et de sidérurgie, dont Sivensa, le plus grand producteur d'acier privé du Venezuela. Elle a été élevée dans une école catholique d'élite pour filles à Caracas et un pensionnat à Wellesley, dans le Massachusetts, ce qui lui a permis de qualifier sa jeunesse, citation, d'enfance protégée du contact avec la réalité. Bingo. Elle est diplômée de l'université catholique Andrés Bello en ingénierie. Elle devint militante politique en 2002 en contribuant à la création du groupe Subat qui participa au coup d'État de 2002, tentative avortée de destitution du président Hugo Chavez. Ce groupe, tout comme les autres groupes d'extrême droite au Venezuela, sont financés par les États-Unis, soit directement par la CIA,
soit par le National Endowment of Democracy, le NED, organisation de propagande américaine. En février 2010, elle quitta son poste à Sumat, étant accusée de trahison pour avoir reçu les fonds du NED destinés à favoriser la destitution d'Hugo Chavez en 2004. Elle continuera dans les années suivantes son travail pour destituer Chavez, ce qui était alors devenu la cause de sa vie. C'est là que j'ai eu la chance, entre guillemets, de la croiser. J'ai passé beaucoup de temps au Venezuela pour le tournage de mon documentaire « La fin de la pauvreté », principalement lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2006 qui fut gagnée par Chavez. À cette époque déjà, la manipulation de l'information par Washington et relayée par Machado était très efficace, décrivant Chavez comme un dictateur, l'accusant de ruiner son pays et de falsifier les élections. Ce que nous avons vu et filmé là-bas est bien différent de cette propagande. Faisant du film sur la pauvreté, nous avons visité tous les barrios, c'est-à-dire les bidonvilles de Caracas, et interrogé ceux qui y vivaient, certaines fois dans une extrême pauvreté. Chavez était leur héros, car il avait donné pour la première fois la possibilité de voter. En effet, les précédents régimes avaient mis comme condition au droit de vote l'obligation d'une adresse permanente et avaient trouvé très pratique de ne pas reconnaître les barrios comme adresse permanente. Chavez leur a aussi apporté les soins de santé gratuits, créant dans chaque quartier de barrio un centre médical où officiaient des médecins cubains et incluait des soins dentaires et ophtalmologiques. Ceci était en soi une révolution, car les habitants des barrios ne voyaient jamais un docteur de leur vie entière. Il a aussi fait construire dans tous ces quartiers des supermarchés qui vendaient des produits de première nécessité à des prix subventionnés. Nous avons également visité les centres de vote installés partout, qui, à l'époque, étaient surveillés par des représentants des Nations Unies. Je précise que c'est Philippe Diaz qui parle et qui a donc réalisé le film là, dont il est question dans les propos que je viens de tenir. Là, ces représentants nous ont expliqué que les élections se déroulaient parfaitement bien et qu'elles étaient tout à fait légitimes. Ils nous ont même expliqué qu'en fait, les élections au Venezuela étaient beaucoup plus contrôlées que dans la majorité d'autres pays. En plus de voter électroniquement, chaque électeur reçoit une copie sur papier de son bulletin de vote, ce qui n'existe pas même aux États-Unis. Copie qu'il peut donc vérifier et utiliser en cas de contestation. Malheureusement, ce que nous avons aussi vu est la tour où était installée la CIA, qui occupait à l'époque un étage entier et d'où elle finançait les opposants de Chavez, incluant Machado, et comme à son habitude tentait d'organiser sabotage et autres mouvements de déstabilisation du régime. Pour tous ceux qui en douteraient, je recommande la lecture du livre très documenté d'Eva Gollinger, avocate américaine qui vivait au Venezuela et que j'ai rencontrée, Code Chavez, CIA contre Venezuela, le titre de son livre. Ne nous trompons pas. Machado a toujours été du côté de l'impérialisme nord-américain et a toujours œuvré pour l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela. Elle était déjà très proche de George Bush Jr. et est maintenant très proche de Donald Trump, qui ne cache pas son ambition de prendre le contrôle de ce pays. Est-ce que tout cela ne vient pas en totale contradiction avec l'argument du comité Nobel disant qu'elle a toujours soutenu une transition pacifique vers la démocratie ? Est-ce que cela ne la disqualifie pas pour être prix Nobel de la paix ? Et elle assume parfaitement son désir d'intervention armée, se disant convaincue que Maduro quittera le pouvoir avec ou sans négociation. Washington a déployé en août 8 navires de guerre au large des côtes du Venezuela, ce qui, associé au prix Nobel de la paix selon Machado, est un coup fatal pour le pouvoir. L'administration Trump a frappé en mer au moins 5 embarcations, qu'elle a présentées comme étant celles de narcotrafiquants, pour un bilan de plus de 20 morts. Plusieurs sources proches du pouvoir américain font état de frappes imminentes visant le territoire vénézuélien. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré, citation, qu'un nouveau scénario de guerre s'ouvrait, celui des Caraïbes, et il a ajouté « Il n'y a pas de guerre contre la contrebande, il y a une guerre pour le pétrole et le monde doit y mettre fin. » Trump vient d'annoncer qu'il autorisait la CIA à agir au Venezuela, confirmant par là même son implantation dans le pays, et a aussi confirmé qu'il envisageait maintenant des actions militaires terrestres, ce que soutient Machado. En fait, le comité Nobel qui a donné à cette intervention une forme de légitimité.
Maduro, quant à lui, a répliqué en disant que les opérations de la CIA, citation, nous rappellent les 30 000 disparus causés par la CIA lors des coups d'État en Argentine et aussi lors de celui de Pinochet au Chili. Encore combien de coups d'État de la CIA ? Fin de citation. Il est vrai que depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, qui avait nationalisé l'industrie pétrolière, les États-Unis n'ont eu cesse de tenter par tous les moyens légaux et illégaux de reprendre le contrôle des immenses puits de pétrole de Maracaibo, ce sur quoi travaille actuellement la lauréate du prix Nobel de la paix. Citation. Nous avons un grand respect et une communication fluide avec Washington, entre parenthèses, comme j'en ai avec de nombreux autres gouvernements, confie Machado, spécifiquement avec les présidents d'extrême droite, l'Argentin Javier Milei et le Salvadorien Nayib Bukele. Greg Grandin, un historien américain et professeur à l'université de Yale, a déclaré « Ils ont donné ce prix à quelqu'un qui partage totalement la face la plus militariste et la plus sombre de l'impérialisme américain. » Fin de citation. Bien sûr que les choses ont peut-être changé depuis l'arrivée de Nicolás Maduro au pouvoir. Mais si le comité Nobel voulait renforcer son opposition, ce qui ne devrait sûrement pas rentrer dans les considérations pour le prix Nobel de la paix, ils auraient pu le décerner à d'autres militantes qui s'opposent à lui, telles qu'Isabel Mejas, qui est à la tête d'Araña Feminista, l'araignée féministe, ou Ana Rosa Torres, qui se dit socialiste et qui s'oppose à la politique américaine. Cela aurait été un peu plus acceptable. Mais il est vrai que le comité Nobel a toujours été très politique, dans le sens de la défense d'une vision néolibérale du monde. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont donné, ce fameux prix Nobel, à Henry Kissinger dans les années 1970. Mais au moins, pour lui, ils ont attendu jusqu'à ce qu'il négocie la fin de la guerre du Vietnam. En fait, Trump avait raison de considérer qu'il aurait pu l'obtenir. Donc c'est un texte signé Philippe Diaz, l'autre voix de l'Amérique, pour donc la libre pensée. Voilà. Ce texte me paraît particulièrement intéressant. Et donc là encore, vous pourrez le retrouver sur le site de la Fédération nationale, bien sûr, mais nous le mettrons également sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr pour rappeler ce site. Bon, dans notre prochaine chronique, nous reviendrons sur le congrès mondial de l'Association internationale de la libre pensée qui s'est tenu le 10-11 octobre à Grenoble, et sur le colloque qu'il a suivi à Lyon sur les crimes sexuels de l'Église, et cela à travers des interviews avec Christian Eschen, encore lui, qui a donc été un des grands organisateurs de ces congrès, de ce colloque, et qui viendra donc donner les principaux éléments des travaux donc, de ces deux assemblées. Je vous propose maintenant d'écouter donc la version complète de ce qui sert donc de générique pour notre chronique, le forgeron de la paix. Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer auprès du brasier qui rayonne, son marteau s'élève dans l'air, il retombe et sa main velue s'accompagne d'une chanson en forgeant un soc de charrue pour une prochaine moisson. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. Soudain par la porte qui s'ouvre entre une femme au teint bronzé, sous le long manteau qui la couvre, elle tient un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante, et l'homme, en fronçant le sourcil, lui demande avec épouvante: femme, que viens-tu faire ici? C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je
vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. Moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre et forge mon sabre à l'instant. Le forgeron saisit la lame, met la broyant sous ses outils. Il lui dit, sois maudite ô femme, toi qui m'as pris un jour mon fils. C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des canons, je vis en liberté, à jamais soient maudits les engins de bataille, je ne forge du fer que pour l'humanité. Je rappelle donc en conclusion de cette chronique nos deux prochaines initiatives. Samedi 8 novembre, à Saint-André-Alas, à 11h, rassemblement à l'appel du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, de la Ligue des droits de l'homme, section du Grand Périgueux et du Mouvement de la Paix d'Ordogne, devant la stèle dédiée en hommage à Antoine Royer, enfant de Saint-André-Alas et fusillé pour l'exemple pendant la guerre de 14-18 et en présence du maire qui prendra la parole. Deuxième initiative. Alors pour ce rassemblement, vous pouvez écrire sur le mail groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr pour indiquer votre souhait de vous rendre à Saint-André-Alas, en donnant bien sûr les informations qui nous permettront de vous recontacter pour organiser un éventuel covoiturage. Voilà, première initiative. Seconde initiative, là ce sera le 11 novembre, c'est notre traditionnel déplacement à Jansiou-Pigerolles, dans la Creuse, où depuis des années, nous allons pour le rassemblement pacifiste devant le fameux monument de Jansiou. Ce monument, donc, avec cet écolier qui brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre ». Là encore, pour organiser le covoiturage, et il y a également les réservations pour le banquet qui suit le rassemblement. Donc le rassemblement devant le monument aux morts pacifistes de Jansiou à 11h15 et donc suivi du banquet républicain pour lequel il faut s'inscrire. Et pour cela, nous vous proposons de réserver sur le site de lpdordogne.fr où vous trouverez tous les renseignements. C'est notre camarade Philippe Bonne là, qui va regrouper toutes les demandes pour organiser donc ce covoiturage. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Ce sera donc lundi prochain à 11h30 comme d'habitude. Et maudite soit la guerre. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient